comment je suis arrivé au Québec, au Canada? Ben, c'est parce que tout simplement en Algérie, fin des années 70, je commençais à voir, milieu des années 70, déjà la révolution agraire, la charte nationale, tout ça. Je commençais à voir que l'Algérie sombrait de plus en plus dans le gouffre. Et là aussi, c'est quelque chose que j'avais prévu. Je l'ai écrit dans l'Algérie entre l'exil et la curée, en 86, où j'avais écrit que je ne donnais pas plus de 5 ans aux Algériens avant qu'ils commencent à s'entrégorger. Et malheureusement, l'histoire m'a donné raison. J'aurais préféré qu'elle me donne tort. Mais je voyais très bien que l'Algérie allait trop dans les inégalités, dans les injustices, dans les superfortunes, et tout ça sous couvert de socialisme, de république populaire. Donc, je voyais bien que ça allait casser. C'est comme ça que j'ai fait des demandes, comme j'avais donc un bagage intellectuel assez conséquent. J'ai pu avoir des propositions un peu partout dans le monde, mais j'ai choisi le Canada. Voilà. Et donc, depuis que je suis ici, je rayonne, enfin, je circule à travers le monde, l'Amérique latine, etc. Je parle espagnol, portugais, anglais. Et donc, voilà mon parcours. Mais qu'est-ce que vous en retenez de toute cette vie-là? Est-ce qu'il y a une aigreur, cet itinéraire? Qu'est-ce que... Si vous avez... Bon, il y a un grand regret. J'aurais voulu mettre cette capacité que la Providence a bien voulu me donner. Et ce que je fais ici, j'aurais préféré le mettre au service de mon pays. Bon, c'est un grand regret. Mais bon, on ne refait pas le passé. Okay. Maintenant, on va parler de l'Algérie, notre cher pays. Et rapidement, bien sûr. Parce que chaque thème peut prendre jusqu'à 1 heure frais. Alors, pour l'Algérie, juste votre opinion politique et historique de ce pays. On a eu quand même, si on prend du recul, on essaie de voir un petit peu à grande échelle. On a eu 1400 ans, quand même, d'histoire dans un empire musulman. Après, on a eu 132 ans de colonialisme, de barbarie coloniale. On a eu 1 million de morts, on a eu les décapitations. C'est vraiment un malheur qui n'est même pas reconnu maintenant. Puis on a eu, après l'indépendance, maintenant pratiquement 60 ans, je ne sais pas comment je vais qualifier, de débilité mentale, ou je ne sais pas, où on a la partie politique, on a eu notre liberté, etc. Et lorsque la partie politique ne marche pas, tout ne marche pas. Il a des conséquences sur l'économie, sur la culture, sur l'éducation, sur la santé, sur la justice. D'ailleurs, il y a eu une étude, je crois, faite par l'ONU ou l'UNESCO, qui a démontré que dans des pays comme ça, qui n'ont pas la liberté, l'économie ne marche pas. Il y a une relation entre le politique et l'économique, les libertés. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cette Algérie? Où est-ce qu'on s'en va? Ben, ce sera, si vous voulez, ma réponse testament aussi. Hein. Et puis sur la santé économique de l'Algérie dont vous avez parlé tout à l'heure et que je n'ai pas abordé. Non, il n'y a aucune indication de santé économique en Algérie. D'ailleurs, il est extrêmement difficile de mesurer des indicateurs économiques dans un chaos comme celui d'Algérie. Comment voulez-vous mesurer l'inflation, le PNB, le taux de croissance, etc. quand on a une économie informelle tellement vaste, je ne sais pas, au moins 30-40% de l'activité économique algérienne échappe au dépôt bancaire, échappe au fisc, échappe etc. Je ne vois vraiment pas comment on peut calculer comme ça des indicateurs pour dire comment Strauss-Kahn a été dire il y a 3 ou 4 ans en Algérie qu'elle avait des bons indicateurs. Mais bon, je ne comprends pas. Donc, alors, ce que je pense de l'Algérie, si on ne change pas de cap rapidement, c'est-à-dire qu'il faut sortir de l'ordre néolibéral. Le néolibéralisme est une catastrophe, on l'a vu, les États-Unis sont dans le fond du puits, l'Europe va bientôt éclater, elle va s'effondrer. Je ne vois pas du tout comment ils vont se sortir. Donc, l'avenir pour l'Algérie, c'est de se sortir de tout ça. Alors, est-ce qu'on peut vivre en autarcie? Ben, on peut, pour un certain temps, si on fait comme font, par exemple, là je travaille beaucoup là-dessus en Amérique latine, j'en reviens, j'y retourne, je vais travailler pour le gouvernement équatorien dans quelques mois. Eh bien, en Amérique latine, ils ont repris un peu ce qui était l'esprit du mouvement des non-alignés.
avec le Mercosur, le pacte andin, ce qu'on appelle ALBA maintenant, Association de libre circulation, je me c'est en espagnol, et c'est le Venezuela par exemple qui donne du pétrole à Cuba, et Cuba envoie au Venezuela des médecins. Venezuela et Cuba qui donnent des médecins et du pétrole au Brésil, le Brésil leur donne du bois ou de la viande. L'Argentine qui donne du poisson. Donc c'est comme une sorte de marché clearing contre eux. Alors, on pourrait faire ça, nous, avec le Grand Maghreb, par exemple, et faire des échanges comme ça entre nous, sans passer ni par l'euro, ni par le dollar. Ça serait un premier début. Et en second lieu, comme on veut le faire aussi en Amérique latine, dans ces pays-là, c'est aboutir à une espèce de monnaie régionale, d'abord, ensuite à un système financier régional, et ensuite à une monnaie, si possible, unique, et un système économique. Parce que, bon, on ne peut plus vivre maintenant avec des marchés de 1 million, 2 millions, 5 millions, 10 millions de personnes. Il faut, la Chine peut, bon, la Chine a 1 milliard, l'Inde, etc., le Brésil, il peut aussi, mais pas tout le monde. Alors nous, on est condamnés, vraiment, à faire de l'économie entre nous. Vous savez, les échanges entre les pays du Maghreb, de Rabat jusqu'au Caire, c'est même pas 3% entre nous. 93, 97% avec la France, avec l'Europe, il faut qu'on sorte de tout ça. L'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, c'est une organisation qui est faite pour faire gagner les gagnants. C'est tout. Nous, on est les dindons de la farce, parce que l'OMC ferme les yeux totalement sur des subventions absolument ignobles et énormes de l'agriculture européenne et américaine. Chaque vache américaine reçoit par jour 3 $ en subvention. Chaque vache américaine et européenne après la même chose. Quand un homme africain doit vivre avec moins de 1,5 $ par jour, chacune des vaches américaines reçoit 3 $ par jour. Et l'OMC laisse faire ça. Donc l'OMC n'est pas là pour nous. Oui, ces inégalités, il y avait quelqu'un qui dit que c'est vraiment la bombe de destruction massive qui va s'en venir. Je pensais, par exemple, aux lois de Ricardo, à 80%, 20%. Vous avez 80% de la richesse détenue par 20% de la population, et on s'en va pire. Vous avez quelques milliardaires qui ont plus d'argent que tout un pays. Pour revenir un petit peu au monde arabe maintenant, on prend l'actualité, on a des révoltes, je ne sais pas, des révolutions, on a des manipulations, on ne comprend rien. Printemps arabe. Printemps arabe, c'est une tragédie ou quelquefois c'est une comédie, ou je ne sais pas comment. Quand on a un petit pays comme le Qatar, là, qui devient maintenant, c'est lui qui dirige le monde arabe, qui a menacé la Syrie. C'est incroyable pour la démocratie, alors qu'eux ne sont pas démocrates. Ben oui. C'est incroyable. Il a même menacé l'Algérie. Alors, on ne comprend rien de ce qui se passe de tout cela. Alors, notre monde arabe, il croule sous le nationalisme, sous le tribalisme, sous toutes ces divisions. Et n'oublions pas, comme j'avais dit sur l'Algérie, on avait 1400 ans ensemble. Et je pensais au-delà de cette situation actuelle. Quels sont les enjeux géostratégiques futurs? Vous avez parlé qu'il nous faut une économie d'échelle. Alors, où est-ce qu'on va se situer? Il y a l'Amérique, les États-Unis, qui forment un marché, l'Amérique du Nord, qui veulent être ensemble, Canada, Mexique, etc. Il y a l'Europe, il y a la Chine, il y a l'Inde, c'est des marchés d'1 milliard d'habitants. On ne peut pas, dans le siècle qui vient, être un marché d'1 million de personnes. Vous ne pouvez pas. Il vous est impossible d'assurer votre sécurité militaire, déjà comme le Koweït, où il est obligé d'appeler, ou votre sécurité alimentaire, ou des choses comme ça. Alors nous avons la même histoire, nous avons la même langue, nous avons la même religion. Est-ce que ce n'est pas un espace géostratégique naturel pour le futur de ce monde arabe? Malheureusement, le destin du monde arabe et du Moyen-Orient a été marqué au sceau de la découverte du pétrole. Ça date déjà de la Première Guerre mondiale. Et à cette époque-là, les généraux allemands et les généraux alliés disaient que gagnerait le conflit celui qui contrôlerait le flux du pétrole. Et on avait déjà découvert, à ce moment-là, l'Empire ottoman existait encore, et on avait déjà découvert des réserves de pétrole en Arabie Saoudite, au Koweït, etc., qu'on connaît maintenant. Et le Moyen-Orient a été, dès la fin de la Deuxième Guerre mondiale, la fameuse commission Sykes-Picot, qui a divisé, qui a organisé les frontières, Jordanie, Liban, Syrie, etc.
eh bien, des gouvernements fantoches ont été installés dès ce moment-là. La tribu des Saouds, par exemple, dans l'Arabie Saoudite, les 7 fils du chef d'Arabie, du chef Hussein, distribués de la Jordanie jusqu'au Koweït, le Qatar, le Bahreïn, tout ce qui s'ensuit. Et puis, on a été néocolonisé, le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, tout ça. On sait très bien qu'on est comme dit Dieudonné, les employés de Paris. Et malheureusement, ça n'a pas changé depuis. C'est le gouvernement fantoche au gouvernement fantoche. Alors, si vous regardez ce qui se passe, Côte d'Ivoire, ils ont installé Ouattara à la place de Gbagbo parce qu'ils ne voulaient pas de Gbagbo. Le Gabon, ils ont installé le fils de Bongo parce qu'il leur garantit le pétrole. Vous prenez tout. Donc, les puissances, les États-Unis en premier et les puissances de l'OTAN contrôlent, installent, désinstallent nos gouvernements. Ils en font ce qu'ils veulent. Et nos gouvernants ne peuvent garder le pouvoir qu'ils ont que si et seulement si ils font ce que leur disent ces puissances. Et le Qatar, aujourd'hui, c'est un peu, si vous voulez, le pont avancé de la politique, notamment américaine dans la région, qui veut former le Grand Orient, le Grand Moyen-Orient, pardon. Et ce Grand Moyen-Orient, grosso modo, ça doit être quelque chose comme des gouvernements plus ou moins arriérés, entre guillemets, islamistes, pour ne pas dire que le danger islamiste n'existe pas, donc pour continuer à eux-mêmes, chez eux, renier sur les droits démocratiques de leur propre population. Ici, au Canada et aux États-Unis, depuis le 11 septembre 2001, on voit nos droits démocratiques s'éroder à cause de la soi-disant nécessité de sécurité contre le terrorisme. Et donc, regardez le gouvernement de Libye, par exemple. Le CNT, c'est Paris qui l'a désigné, avec Washington et Londres. Et le premier jour de leur installation à Tripoli, ils disent on installe la charia. Et parmi eux, il y a un correspondant de la CIA très connu, parmi le gouvernement, et un autre qui est un chef terroriste en Afghanistan, d'origine libyenne, qui a été extirpé par la CIA et installé dans le gouvernement libyen. Mais c'est un régime islamiste à leur botte, contrairement au régime iranien, qui est un régime islamiste, mais qui est rebelle. Donc ils ne veulent pas de ce genre-là. Alors, malheureusement, c'est ça. Alors, le printemps arabe, qu'est-ce que ça a été? Ça a été le fait que l'Occident, les États-Unis en premier, bien entendu, ont compris qu'il fallait changer de garde. Les Ben Ali, les Moubarak, etc., ça ne leur servait plus. Ça devenait plus dangereux que utile. Donc, au lieu de laisser les Arabes faire leur révolution et foutre à la porte, de tout casser, etc., foutre à la porte Ben Ali, Moubarak, etc., Kadhafi. Bon, Kadhafi, c'est une autre affaire, on n'a pas le temps d'en discuter, mais donc au moins ces pays-là, eh bien, ils ont pris les choses en main en avance. Ils savaient très bien que les peuples arabes allaient finir par se soulever, et au lieu de laisser se soulever et mettre en place des régimes que les peuples arabes auraient voulu librement, et peut-être des régimes nationalistes, populaires, anti-occidentaux, qui font passer leurs intérêts nationaux avant tout le reste, et bien ils ont pris les devants, et ils ont chevauché le ras-le-bol de ces peuples pour les manipuler et petit à petit installer l'ordre qui les intéresse. J'étais en Tunisie en juin-juillet, j'y étais en septembre, invité par des gens donc, de syndicats, de gauche, etc., pour les aider à penser les futures politiques économiques de la Tunisie en dehors du néolibéralisme. Eh bien, Madame Hillary Clinton passait au moment où j'étais là, et elle fait un discours à la télévision tunisienne et elle dit « Je suis ici pour m'assurer que la Tunisie aura la démocratie que nous souhaitons. » Alors voilà, le printemps arabe est parfaitement résumé par cette phrase de Madame Hillary Clinton. Un petit mot, quand vous avez dit chevaucher, je me suis rappelé une petite... sur la théorie de la complexité du chaos, on dit qu'on ne peut pas prévoir les événements, personne ne les prévoit. Mais une fois qu'il arrive, on peut contrôler le processus, le courant. On peut surfer dessus. On peut surfer dessus. Mais l'événement, il était inattendu. Mais après, on peut juguler. Maintenant, on va rapidement... Tous les thèmes peuvent prendre beaucoup de temps. Malheureusement, on n'aura pas beaucoup de temps. On va parler un petit peu d'un thème